un niveau d'excitation ultime. Genre là, sur l'échelle du bonheur, je suis à 10 sur 10. Et je pense que je réalise toujours pas. Je m'appelle Abigaël, je suis passionnée par le voyage, j'aime parler de santé mentale et déstigmatiser le monde de la psychiatrie. J'ai commencé mon militantisme après mon diagnostic du trouble de la personnalité borderline en décembre 2020. Et je suis en Inde pour voyager seule, parce que c'est l'un de mes plus gros kiffs dans la vie, découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture et faire une retraite méditative. Je crois que je commence à réaliser, ouais. Je pensais que les bruits de la ville allaient être un peu plus imposants que ça. Ouais, tout à l'heure c'était calme, maintenant plus du tout. C'est d'un point de vue pollution sonore, je pense que c'est ça qui va être vachement énergivore. J'estime qu'en voyage, rien ne se passe jamais comme prévu. Ça ne sert à rien de faire des plans. En plus de ça, ça représente un stress encore plus parce que du coup, je me dis, mais si je rate mon train, ça va tout bousculer, ça va être... En fait, c'est juste un stress. Tu me demandes demain, qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qui va se passer, j'en ai aucune idée, quoi. Est-ce que je suis réveillée? Ouais, franchement, j'ai la patate aujourd'hui. C'est la première fois de ce voyage que je vais prendre un train indien. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Là, c'est 2 jours de kiff, tu vois. Là, c'est le... On vient de trouver un tuk-tuk. Parce que c'est son pote de pote de pote. Je suis surexcitée de la vie, c'est trop bien et j'attendais ce moment de prendre le train en Inde. Je pense que les 2 premiers jours, j'étais pas encore dans ce truc-là. Genre dans l'euphorie du voyage, dans la découverte, dans le truc et tout. En plus, j'ai Elvis qui est avec moi. Et je suis une maman très heureuse d'être avec Elvis dans les tuk-tuk, d'être avec Elvis dans les trains, dans les bus. Alors, qui est Elvis? Elvis, c'est mon compagnon de voyage, c'est mon sac à dos. Et ce qu'il faut savoir sur Elvis, c'est que moi, je le considère comme une personne à part entière. C'est-à-dire que Elvis, il a une personnalité. Des fois, il boude et il est lourd et il est vraiment casse-bonbon. Des fois, on s'engueule parce qu'il veut pas fermer. Des fois, c'est mon meilleur pote parce que sans lui, je serais complètement perdue. Et c'est que moi, dans ma tête, je ne suis jamais seule parce que je suis toujours avec Elvis. Elles sont trop bien habillées, les femmes là-bas. Moi, j'ai l'impression que mon sac à dos, c'est ma cape de Superman, quoi. Tu me mets un sac à dos et je vois le monde comme étant une super aventurière qui a envie de tout découvrir et qui va aller marcher et partir à l'aventure. Oh là là! C'est là. J'ai toujours pas compris la logique lettres, chiffres, mais je suis hyper impressionnée du train. C'est la première fois
que je vois un train comme ça, quoi. Et c'est seulement quand je suis arrivée à Cauchy que là, pour moi, le voyage a réellement commencé. Là, du coup, je suis à Cochin. J'ai l'impression que là, c'est le premier jour de voyage, parce que c'est le premier jour où vraiment on peut se laisser porter, profiter, visiter, et profiter avant l'enfermement de la retraite, qui me stresse un peu. Mais enfin, franchement, pour le moment, j'ai pas trop envie d'y penser, j'ai vraiment envie de profiter de tout ce qui m'entoure et de l'atmosphère aussi. Quand j'étais à Bangalore, il y avait beaucoup de bruit. Et là, franchement, ça me fait un bien fou d'être dans un endroit un peu plus calme. Enfin, je trouve que là, en tout cas, je suis beaucoup plus détendue que hier. J'ai senti que j'étais un peu stressée, fatiguée, un peu peut-être irritable aussi. Et là, je pense que ça redescend. Un peu comme les vagues de la mer. Le trouble de la personnalité borderline tel que je le vis moi, parce que c'est très important de comprendre que chacune le vit de façon totalement différente. Ça va passer par une hypersensibilité, une hyperémotivité, une très grande impulsivité, l'impression d'être tout le temps poussé dans les extrêmes, donc c'est un peu tout ou rien tout le temps, c'est tout blanc ou tout noir. Il n'y a jamais de demi-mesure, jamais nulle part. Et, très important, j'ai une image de ma personne qui est complètement distordue. Ça veut dire que je passe par des états de « je suis la meilleure du monde, je suis un être extraordinaire, je peux tout accomplir » versus l'extrême opposé qui va être « je suis un monstre, je ne mérite pas d'exister, je ne mérite pas de vivre ». C'est vraiment une image, une problématique identitaire très forte et une image de moi, du monde qui est totalement distordue, très intense, très poussée fort dans quelque chose de très extrême. J'attends le bus. C'est un suspense qui dure jusqu'au dernier moment de est-ce que je vais réussir à avoir mon bus ou pas, parce que il n'y a pas d'indication trop et je croise les doigts pour que ça marche parce que j'ai l'impression que c'est un peu la loterie. Juste, je suis hyper stressée d'avoir mon bus. Et si je l'ai pas, je vais faire un caca nerveux fort. Mais peut-être il arrive, peut-être il arrive pas, peut-être il arrive dans 2 minutes, peut-être il arrive dans 3 heures. Être la patiente, la malade, la borderline, initialement, c'est quelque chose qui me fait souffrir et que je vis mal. Quand je pars voyager, ces étiquettes-là, je m'en affranchis totalement et elles n'existent plus.
En dehors d'explorer le voyage, un nouveau pays, une nouvelle culture, je suis aussi en exploration de moi-même, sachant que mes problèmes de santé mentale persistent toujours en voyage et ils sont toujours là quoi qu'il se passe, mais ça me permet quand même d'apprendre à connaître mon trouble tel qu'il se manifeste chez moi. Et c'est là où j'arrive à savoir qui je suis en dehors de ces étiquettes-là, parce qu'il y a une très grosse problématique identitaire de « mais je ne suis pas mon trouble », qu'est-ce qui est de l'ordre du trouble borderline, qu'est-ce qui est de l'ordre de ma personne. Et le voyage, moi, c'est une solution que j'ai trouvée pour aller explorer qui je suis en dehors de toutes mes problématiques de santé mentale. Mon trouble borderline, c'est une hypersensibilité qui est indéniable de cette façon-là, dans le sens où il y a un truc qui se passe, je vais être surexcitée, trop contente, trop géniale. 2 secondes après, il se passe, une petite contrariété du quotidien qui fait que j'arrive pas à quelque chose. Et puis paf, on rebascule dans ah là là, je suis nulle, on va jamais y arriver. Et puis de toute façon, qu'est-ce que je fais là? Et puis nanana, nanana. Il y a des moments dans ma vie où vraiment me lever de mon lit, j'en suis pas du tout capable. Parce que quand on est toujours poussé dans les hyper, il y a une fatigue hyper intense de la vie. Et en fait, en voyage, ce truc-là, de temps en temps, il fait surface aussi parce que ça arrive aussi j'ai beau être dans un super pays, il y a beau avoir plein d'activités, plein de choses à faire, malheureusement, je vais rester dans mon lit et je vais rien faire du tout parce que j'ai pas la force de bouger du lit. Et là, pour moi, ça, c'est le trouble vraiment qui se manifeste. Je dois apprendre à ne pas me focus sur les trucs que je peux pas contrôler, c'est-à-dire la chimie dans ma tête. Par contre, je peux apprendre à accueillir et à accepter toutes ces vagues pour mieux les vivre et surtout pour pas qu'elles m'empêchent de vivre mes rêves, ma vie, mes objectifs et à croquer la vie à pleines dents, même si croquer la vie, ça veut dire aussi rester dans son lit. Ça fait partie de l'équilibre aussi, quoi. Sans les moments sombres, il n'y aurait pas de moments lumineux, rayonnants, etc. La dinguerie! Le paysage est vraiment fou. C'est super rare d'avoir des vues comme ça, panoramiques. On voit les montagnes à perte de vue. On se sent au-dessus de tout. Je me sens toute petite et j'ai l'impression que plus rien n'a d'importance. Et il y a beaucoup de sérénité qui se dégage de cet endroit. Du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Je pense que vraiment là, dans l'instant présent, je me dis mais rien n'est grave, rien n'a d'importance, tout est éphémère, tout me glisse dessus parce que peu importe les préoccupations, les petits tracas que je peux avoir, ça gâchera pas une vue aussi belle. Je pense que pour moi, le voyage, ça a vraiment été la découverte de la nature. C'est hyper triste de dire ça, mais c'est vrai. J'ai pris une telle
claque d'émerveillement à travers la multitude de paysages. Et je pense que c'est ça, le calme de la nature, les bruits de la nature, ça a cette espèce de pouvoir magique de clarifier mes pensées. Parce qu'il y a aussi ça dans mon trouble psy borderline. J'ai l'impression que ma tête est tout le temps en surchauffe et que ça rumine tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le fait de voir des grandes étendues de nature. Dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir une vision d'être si petite dans un monde si grand et si beau que du coup, plus rien n'a d'importance. Parce que c'est si grand et si beau que ce qui se passe à l'intérieur, finalement, ça coule et ça glisse. Il y a des bruits dans les arbres. Il y a une trompe. Ils sont super bien camouflés. Ça se trouve, ils sont là depuis le début. Et je les avais pas vus. Oh waouh! C'est une maman et un bébé. Oh waouh! Vraiment, j'y croyais plus du tout. Je pensais vraiment qu'ils allaient pas venir. C'est fou de les voir en liberté comme ça. Il y a quelque chose que j'ai constaté à travers le voyage, c'est que c'est vraiment une évidence que mon environnement joue quand même très très fort sur mon état d'esprit et aussi sur mon niveau d'anxiété et ma santé mentale. Donc ça fait plaisir d'être perpétuellement surprise par la diversité de ce que la nature a à offrir.
J'arrive dans un endroit où je suis l'étrangère de cet endroit. Pour moi, c'est très très important d'être le plus respectueuse possible de l'endroit qui m'accueille. C'est moi qui ai fait cette démarche-là, donc c'est à moi de m'adapter. J'ai envie de comprendre cette culture et d'être le plus possible respectueux de ces codes-là et de pas seulement arriver, profiter du pays, prendre ce que j'ai à prendre et repartir. J'adopte les codes du pays qui m'accueille, tout comme le pays qui m'accueille m'adopte moi. J'ai vraiment l'impression d'être une enfant de 4 ans qui doit tout réapprendre. Pourquoi les gens ils bougent de cette façon-là, pourquoi ils font ça avec la tête, je ne comprends pas. C'est-à-dire je dois réapprendre à communiquer, je dois réapprendre à peut-être m'habiller, je dois réapprendre à manger. Quand je regarde un menu, une carte, je ne comprends absolument rien, donc je dois réapprendre les goûts, les saveurs, je dois réapprendre le nom des plats. Il y a des plats végétariens qui sont extraordinaires avec les currys, les épices. C'est vraiment la découverte des sens et c'est l'émerveillement de commander un truc et de ne pas savoir ce qui va arriver. C'est du riz avec de la sauce, donc ça devrait aller. Ah ok, d'accord, j'ai compris. Oh wow. Oh wow. Oh. Oh. La nourriture en Inde, c'est un concept que pour le moment, j'ai toujours pas compris. C'est-à-dire c'est trop bon, c'est absolument trop bon. Par contre, je souffre très très fort. Si tu manges, tu souffres. C'est ce truc-là. Ah, ça fait tellement mal. Oh. Oh mon Dieu. Oh. Ça me fait du bien d'être dans cet état d'esprit de découverte parce que je pense que ce qui nous éloigne beaucoup et de nous-mêmes et des autres et du monde, c'est la peur. Peut-être que quand on rencontre des gens de d'autres cultures, il y a des gens qui peuvent avoir peur de l'étranger et peur de l'autre. C'est quelque chose qu'on peut ressentir à travers le discours de certaines personnes. Tout comme avec la maladie mentale, les troubles psy, ça fait très peur et puis il faut aussi apprendre à casser ses barrières et aller vers l'autre pour en avoir moins peur. Et le voyage, c'est totalement ça, c'est recréer du lien. Et je trouve que ça fait vraiment du bien et une bouffée d'air frais de se sentir tisser sa propre toile dans la vie, dans le monde avec les autres, quoi. Partir en voyage, découvrir un autre pays et d'autres personnes et une autre culture, c'est surtout moi aussi me découvrir. En tout cas, ça donne un sentiment d'appartenance et un sentiment d'attachement qui est très fort et qui apporte un bien-être et un état d'esprit qui, je pense, une fois qu'on l'a, c'est quelque chose qui reste, quoi. À peine quelques jours avant mon départ en Inde, j'avais une séance avec mon psychiatre où j'étais dans un état de stress, d'anxiété, etc. Et mon psychiatre m'a demandé si j'avais pensé à annuler mon voyage. Moi, j'ai dit non, jamais. Je suis hyper flippée et tout, mais le voyage, c'est un truc qui me fait tellement vibrer, c'est l'un de mes kiffs de ma vie. Il est hors de question que je m'empêche de voyager ou que j'annule mon voyage. Dernière étape avant la cascade. Oh mon Dieu. Si tu le sens pas profondément à l'intérieur de toi, n'y va pas. Mais si tu sens que c'est un truc qui va être bénéfique pour toi, vas-y, fonce. Je mérite cette cascade, ok?
J'ai marché, j'ai souffert, je suis tombée, je suis tombée plusieurs fois. Et c'est hyper ok d'avoir peur, et heureusement que tu as peur, parce que ça veut dire que tu es en train de réaliser quelque chose qui est important pour toi. Et je pense que la peur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre avec soi comme une copine de voyage. Parce que la peur, elle sera toujours présente. À la seconde où tu vas dans un endroit qui est inconnu, où tu es dans une situation qui t'est inconnue, va y avoir de la peur. Oh enfin! Oh, waouh! Ah, c'est trop beau en vrai! C'est trop stylé! Ok, voyager est un risque, so what? Moi, dans tous les cas, j'y vais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque, quand on est une femme, il est présent partout. Moi, j'ai toujours été très convaincue que c'est pas avec des paroles qu'on va faire changer les choses, mais avec des actions. Et en fait, en prenant mon sac à dos et en voyageant seule, j'envoie un certain message. À partir du moment où c'est quelque chose d'inconnu, peu importe ce que c'est, j'ai l'impression que c'est toujours perçu comme étant dangereux. Oui, mais tout est dangereux, du coup je ne ferai jamais rien. Du coup comment on fait? Je reste triste pour tout le reste de ma vie au même stade et j'expérimente jamais rien, et c'est aussi une autre forme de risque, c'est le risque de passer à côté de sa vie, et je veux pas... Ce risque-là, pour le coup, je suis pas prête à le prendre. Quand je voyage seule, je pense pas que je cherche vraiment à interagir avec les gens. Je pense que ça se fait de façon tellement naturelle. Moi, je trouve que les rencontres en voyage, elles sont moins superficielles, dans le sens où la grosse différence que j'ai constatée entre les rencontres que je fais en voyage et les rencontres que je fais dans ce que moi j'appelle la vraie vie, c'est tellement éphémère qu'on peut rentrer beaucoup plus profondément, beaucoup plus rapidement sur des thématiques où habituellement je me sentirais trop jugée pour pouvoir en parler, etc. Le voyage simplifie le processus et l'encourage et le fluidifie en fait. On est dans profitons de cet instant passé ensemble, parce qu'on ne sait pas combien de temps il va durer et parce qu'on est très averti du fait que cet instant-là ne reviendra pas et ne reviendra jamais. Et ça donne un extrait de vérité entre les gens et d'authenticité qui, moi, personnellement, c'est quelque chose que je recherche très fort. Les filtres tombent tout de suite parce qu'ils n'ont pas lieu d'être. C'est là où tu vois un peu le vrai toi, en fait, parce que c'est un toi qui n'est pas calculé, qui n'est pas anticipé, c'est un toi spontané. En fait, c'est un toi où personne ne t'attend, d'ailleurs. En voyage, on est, ma vie c'est le bordel, c'est complètement fucked up, viens on va aller nager dans une cascade pour oublier nos problèmes. Je trouve que les gens que j'ai rencontrés en voyage, ils se confient tellement beaucoup plus facilement sur leurs peurs, sur les choses qui les bloquent, sur les rêves qu'ils ont envie d'avoir. Et c'est ça qui est hyper inspirant. J'ai l'impression que les personnes que je rencontre en voyage, à certains moments, ça deviennent un peu des thérapeutes de substitution, parce que, je sais pas, c'est hyper emmêlé dans ma tête et je sais que le fait d'en parler, ça va dénouer un peu les choses.
Je me sens entendue de façon plus juste. Je sais pas si c'est parce que j'ai plus aucune attache et que je suis un peu isolée de tout, que du coup ça rend le truc encore plus fort. On a des problématiques qui sont communes, on se comprend un peu tous et toutes dans ce truc-là, parce que notre famille nous manque, on n'a pas nos meilleurs potes avec nous, et ça fait trop du bien des fois de parler à quelqu'un de, je sais pas, de raclette. Des fois, il y a quelque chose de trop génial, c'est que je parle pas du tout de ma santé mentale et de mes troubles psy, parce que j'ai vraiment envie que les gens apprennent à me connaître pour la personne que je suis et non pas au travers du prisme de mon trouble psychiatrique. Ils se disent juste ah bah cette meuf elle est cool et sympa, et c'est seulement, imaginons après quand ils décident de me rajouter sur les réseaux sociaux, qu'ils captent que j'ai un trouble borderline et que je parle de psychiatrie. Et là ils sont ah ouais sérieux, putain, j'aurais jamais dit, j'aurais jamais cru. C'est tout le combat que je mène aussi, de dire bah ouais justement ça ne se voit pas, t'aurais jamais dit, t'aurais jamais cru, et pourtant j'ai l'histoire que j'ai. Je ressens ce truc de on t'aime bien juste parce que t'es toi, et ça suffit. La retraite c'est demain. Et donc, il faut que j'organise un peu mes affaires. Il faut que je recheck aussi 2-3 trucs pour la retraite parce que je crois que j'ai pas tout compris. Donc, le concept, c'est pendant 10 jours, être totalement isolé des autres, du monde, etc. Et de se retrouver en silence à faire de longues heures de méditation. Et je pense que j'appréhende beaucoup demain. Je suis en panique. Je suis en panique totale. Je crois que c'est l'idée de l'enfermement qui me met dans un état comme ça. Et j'ai déjà vécu des enfermements en hôpital psychiatrique et j'ai déjà super mal vécu ça. Et je crois que la retraite... Bon alors je sais que c'est une retraite de méditation et que ça n'a rien à voir, mais moi j'y retrouve quand même énormément de similitudes. Des fois j'ai l'impression que les problématiques que j'ai doivent se solutionner autrement que par ce qu'on me propose. Et pour moi, il n'y a qu'en me confrontant vraiment fort à moi-même et à ce qu'il y a de profondément ancré en moi qu'on arrivera à toucher cette partie-là. Mais le fait de quand même se dire bah non, je vais aller au bout parce que je peux pas abandonner, parce que abandonner, ce serait aussi abandonner une partie de moi. J'aimerais bien arriver à un stade où j'aurais plus à faire des trucs comme ça pour réussir à être bien. Je suis juste à côté de la retraite. Vraiment, là, on est à quelques minutes avant le grand saut. Enfin, il y a quand même une grande leçon que j'ai apprise de mes voyages et de toutes ces expériences qui pourrait me rassurer là, maintenant, tout de suite. C'est que c'est vrai que le pas le plus dur, c'est le premier. Une fois que t'es lancé, après, le truc, ça va tout seul. Et là, je pense que c'est exactement le moment dans lequel on est.
c'est le premier pas qui est terrorisant comme jamais. Bon, je vais récupérer Elvis, qui m'accompagne partout où je vais dans mes pires galères. Et on va faire ça avec Elvis. Mon gros bébé. Oh là là, le stress! J'étais arrivée à un moment de ma vie où j'ai fait tout un travail psychiatrique, très fort. Et je me sentais enfin prête pour être seule face à moi-même. Il y a un lien très fort entre le voyage en sac à dos et la retraite méditative. Déjà, moi, ce que j'adore, c'est que c'est l'extrême opposé, donc forcément, ça me parle beaucoup vis-à-vis de ma façon de fonctionner. Ça fait écho à mon trouble de la personnalité borderline, tel que je le vis moi, avec ces deux extrêmes qui sont totalement tiraillés. La Abigail qui voyage, qui est tout le temps à fond. La Abigail, dans la retraite Vipassana, qui est confrontée au vide et à l'ennui et au rien. Et ça, c'est vraiment les deux facettes de moi qui s'entrechoquent tout le temps. Et le voyage physique, c'est exactement la même chose. Je voyage, mais je ne sais pas du tout ce que je vais trouver dans le voyage, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. La méditation, c'est ça. Je médite, mais je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je ne sais pas du tout où ma tête va m'emmener. Et il y a un moment où tous les liens se sont connectés parce que la peur très forte de l'abandon et du rejet, j'ai pu la rattacher à des événements très précis de mon histoire. Et c'est fou d'avoir vu toutes mes étapes de vie et tout ce que j'ai fait et finalement l'évolution de mon trouble borderline, comment il s'est fait dans le temps. J'insiste sur le fait que moi je pense vraiment que j'ai fait ça au bon moment parce qu'en effet, si j'avais fait cette retraite méditative il y a quelques années, quand j'étais encore dans le mal et dans mes blessures de mon trouble psy et de mon diagnostic, je pense que j'aurais très très mal vécu l'exercice. Là, si je l'ai bien vécu et si ça a été et si j'ai pu autant balayer mon passé, c'est parce que j'ai déjà fait un travail thérapeutique, psychiatrique. Le fait qu'aujourd'hui je parle de mes troubles de façon très ouverte, ça m'a permis de m'abandonner dans ce processus beaucoup mieux. Quand j'étais dans ma retraite, j'étais un peu au fin fond du darkness. J'étais dans mes ombres, dans ma douleur, dans ma souffrance. Quand je suis sortie de la salle de méditation et que j'ai ouvert les yeux et que là, il y a eu ce soleil magnifique, dans ma tête, il y a eu cette phrase qui a résonné super fort. Le soleil se lèvera de nouveau. En fait, c'était la lumière au bout du tunnel que j'attendais quand j'étais en hôpital psychiatrique, totalement dépressive et c'était la lumière de quand on m'a diagnostiquée et que je voyais plus de lumière, quoi. Je pense que j'avais quand même une attente secrète vis-à-vis de cette retraite. C'était de réussir à trouver le bonheur à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur de moi. Juste être, c'est suffisant aussi, sans chercher rien d'autre que juste être. Et quand j'ai réussi à expérimenter ça profondément à l'intérieur de moi, à travers la méditation, qu'est-ce que tu veux que je te dise
J'ai tout gagné, quoi. J'ai tout gagné. Oh waouh! Cet endroit est trop beau! On peut difficilement faire mieux! C'est magnifique. Je vais découvrir la tente. Ah là là, je suis surexcitée. Je suis en train de vivre mon rêve absolu. Oh, mais c'est super spacieux. En voyage, ça fait partie des choses qui me rendent le plus heureuse sur Terre au monde. J'ai l'impression qu'en voyage, je me métamorphose en une personne qui est capable de tout accomplir et d'outrepasser ses limites et d'être super sociable et discuter avec tout le monde et trouver des solutions à tout. Là où dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien en France, j'ai l'impression qu'avoir des interactions avec les gens, c'est extrêmement coûteux. J'ai l'impression que sortir de chez moi, c'est extrêmement coûteux. C'est comme si j'avais accès à la Abigail 2.0. Mais elle est là que en voyage, c'est tout. La Abigail 2.0, je la cherche super fort dans ma vie de tous les jours. Pour le moment, je l'ai jamais trouvée. C'est l'heure de dodo, parce que l'air de rien, je suis extrêmement fatiguée. Le repas était trop bon avec le feu de camp et tout. Et là, c'est trop bien. Elvis, il est très content aussi. Il est tout léger. On a bien marché. On est fatigué avec Elvis. Faut qu'on aille dormir. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, bah bonne nuit. À demain, 5h du matin. Là, je me suis levée à 5h du mat, 5h, 5h30. Et j'ai caillé, mais alors toute la nuit dans mon sac de couchage. Et là, on est tous en train d'attendre le lever de soleil. Et c'est quand même archi stylé, parce que j'ai quand même rendez-vous avec le soleil. Pour avoir accès aux choses les plus belles, c'est malheureusement, il faut toujours passer par la phase un peu difficile et compliquée. Et c'est ça aussi qui donne sa beauté aux choses. Tu vois, là par exemple, le lever de soleil, je me suis levée à 5h du mat, c'était difficile. J'ai pas mangé, il faisait super froid. J'ai fait la marche qui était comme ça, qui était hyper pentue. Mais c'est justement parce que j'ai galéré ce matin et que le réveil a piqué dans tous les sens du terme. C'est quelque chose que je vais savourer, que c'est trop de beauté d'un coup et je suis trop contente. Parce que c'est pas tous les jours que je vois un lever de soleil comme ça. C'est quand je suis toute seule en voyage et que j'ai plus aucune attente que là, finalement, je me sens beaucoup plus épanouie, heureuse et où je peux partir beaucoup plus dans l'introspection. La retraite méditative, c'est ça aussi. C'est je sors de ma zone du connu et je vais partir dans l'introspection pour apprendre à mieux me connaître. Je
pense qu'en voyage, j'ai plus la possibilité de déléguer une certaine forme de responsabilité sur mes choix et sur ma vie. Partir seul en voyage, c'est quand même reprendre une forme d'indépendance très forte, mais avec cette indépendance vient quand même le lot des décisions, des responsabilités, d'être seul face à soi-même, de se questionner, de savoir qu'est-ce que je veux pas, comment je me sens. Ce voyage, ça a été d'un côté hyper introspectif et de l'autre, il y a beaucoup de choses extérieures où je me suis rechargée de trucs trop beaux et trop magnifiques. J'ai bien réfléchi et je pense que ma demande secrète à l'univers pour ce voyage, c'était je suis tout le temps en attente de choses extérieures et j'aimerais bien trouver le bonheur en moi. Et c'est pour ça que quand je dis que le voyage, c'est pas forcément le déplacement d'un point A à un point B, mais c'est surtout à l'intérieur de ma tête que ça se passe. Mettre tous les paramètres que je peux contrôler, qui sont en ma possession, en place pour que les choses se fassent. Et ensuite, toute la partie incertaine, juste prendre tout comme un cadeau. Tout comme un cadeau, tout est un cadeau. Je pense que le voyage, ça permet de faire ressortir des ressources qu'on ne pensait pas connaître ou avoir. Et tout ça, ça renforce la confiance, ça renforce l'estime, ça renforce plein de choses. Et c'est ça, au final, qui va rester du voyage une fois rentré en France. Mais j'ai galéré à mettre le doigt là-dessus. J'arrive pas à imaginer la vie que j'aurais pu avoir si jamais il n'y avait jamais eu le voyage dans ma vie. Et surtout, je sais pas quelle direction ma santé mentale aurait pris, parce que le voyage m'a quand même apporté tellement de choses. Et je pense que ça a été un accélérateur dans mon rétablissement, parce que je pense que le voyage vis-à-vis de ma santé mentale, ça a permis de construire des fondations solides et un ancrage qui est quand même très fort, qui fait que je peux me permettre d'aller beaucoup plus facilement dans des endroits qui sont inconfortables parce que je le fais physiquement à travers le voyage. C'est d'être totalement paumé physiquement, pour ensuite être beaucoup plus OK, d'être paumé dans ma tête et d'être paumé psychiquement. En fait, je pense que c'est ça. C'est que j'en ai marre de juste avoir des leçons de vie un peu bateau et je veux vivre les choses. Parce que je pense vraiment que l'un des plus beaux cadeaux de la vie, c'est d'apprendre à se connaître. Et en plus de ça, c'est un cadeau qui est infini et toujours en évolution parce que la personne que je suis, elle évolue avec le temps, elle évolue avec les expériences de vie. La quête de soi, c'est la quête de toute une vie et heureusement d'ailleurs parce que sinon on se ferait chier. Toutes ces expériences, autant extérieures qu'intérieures, j'espère que je vais les garder profondément en moi.
Thank